Alors, je ne perds aucune seconde pour inviter nos premiers conférenciers de l'après-midi. Ils vont en effet travailler en équipe pour aborder la première grande séquence thématique, le facteur humain, premier facteur de risque à ce jour. Quelle place demain, avec un point d'interrogation, tout un programme que nous allons découvrir avec le contrôleur général François Vallier, Pierre Chevrier et Jérôme Dinet, que j'invite à me rejoindre ici. Et on les applaudit pour les encourager. Bonjour messieurs. Installez-vous tranquillement. Nous avons les micros, la zapette est là. Ravi de vous accueillir en équipe. On va comprendre évidemment le sens dans quelques secondes. Je vais rapidement faire les présentations. Contrôleur général François Vallier, bonjour. Merci de nous consacrer un peu de votre précieux temps. Vous êtes chef de corps sapeur-pompier de la Moselle, directeur du SDIS de la Moselle, le service départemental d'incendie et de secours. Pierre Chevrier, ici présent, très heureux de vous retrouver dans ce cadre. Vous dirigez la très belle école d'ingénieurs de Metz, l'ENIM pour les intimes, une école de l'Université de Lorraine. Et vous dirigez au sein de cette école la chaire industrielle Behavior en anglais, en lien direct avec notre sujet du jour. J'y reviens dans quelques secondes. Juste le temps pour moi de vous présenter Jérôme Dinet. Nous sommes très heureux de vous avoir à nos côtés, cher monsieur. Vous êtes le directeur du 2LPN de l'Université de Lorraine, le laboratoire lorrain de psychologie et neurosciences de la dynamique des comportements. Toute jeune unité de recherche créée en 2018, si je suis bien informé. L'homme reste le facteur numéro 1 dans l'accident ou le presque accident. Alors François Vallier, c'est votre postulat, celui que vous avez partagé avec vos deux partenaires ici présents, pour construire la dynamique autour de cette chaire que je viens de citer, Behavior, créée en novembre 2020 avec l'appui de nombreux partenaires. Le fonds de dotation Merci en fait partie. Son objet, étudier la dynamique des comportements humains en industrie, leur influence sur la sécurité et la sûreté sociétale et environnementale, avec pour objectif de développer des innovations pédagogiques pour former nos futurs ingénieurs, les cadres, les responsables, à l'approche comportementale dans l'entreprise face à la gestion du risque et son management. Alors si je traduis les choses par un questionnement, comment, par le biais des technologies, du numérique, influer sur le comportement humain pour éviter l'erreur et protéger l'humain? Messieurs, ça pourrait être un bon sujet d'examen, on est en bonne période pour ça. Je vous laisse œuvrer tous les trois. Merci d'être avec nous, infiniment. Merci. Bonjour à tous. Écoutez, moi je vais débuter parce que déjà sur votre sujet, j'ai pas la réponse à la question et c'est pour ça aussi que ça démarre mal. Mais mes collègues auront certainement des réponses. Mais moi je vais plutôt vous raconter une histoire assez basique, qui est une histoire de pompier finalement. Une histoire de pompier parce que la réflexion, elle est issue du fait que on vit des choses au niveau opérationnel. Et moi, à la base, je suis ingénieur en risque industriel, hygiène, sécurité, environnement. Donc, je suis assez sensibilisé aux procédures d'entreprise. Et j'ai assez rapidement découvert un certain nombre de choses. Et j'ai fait le lien avec les opérations en me disant, mais finalement, comment on peut arriver à un certain nombre d'événements tels qu'on les subit? On m'a appris dans mes études un certain nombre de procédures. On m'a appris le fait que les entreprises surveillaient, contrôlaient, auditaient, certifiaient. Et puis, on a quand même des accidents. Alors, arrive un moment, on se pose des questions. Et puis, deuxième chose, je me suis aperçu également que si au niveau des sapeurs-pompiers, les choses sont instruites et sont également sur des procédures un peu taylorisées, avec un homme, une mission et un moyen, c'est ce que l'on dit, et le travail d'équipe, la meilleure opération qui est faite, c'est quand il y a de l'improvisation et qu'on sort finalement du système. Donc, finalement... j'ai commencé à mettre le doigt sur le fait que le comportement des individus était relativement important en matière de sécurité. Alors, quelques images simplement. Nous, quand on arrive en pleine industrie, qu'on se retrouve face à ça, on se dit, enfin, l'industrie, tout est paramétré, tout est piloté. Comment on peut se retrouver face à ça? Et puis, comment on intervient? Et puis, comment ils ont fait pour se mettre dans une situation comme celle-là? De la même manière, quand on intervient sur un accident d'une personne au sein d'un atelier, on se retrouve face à ce type d'événement ou d'autres. On se dit, mais enfin, comment on peut en arriver là? Comment ça se fait que la personne se retrouve dans une situation qui est celle-là et qu'elle a mis en danger sa vie, voire celle de ses collègues? Plus facilement, ce que vous pouvez trouver ou observer dans la rue, quelqu'un qui est en travail en hauteur. Il me semble que le travail en hauteur, c'est quelque chose qui est ultra réglementé.
Bon, pour autant, vous apercevez que les gens ne le respectent pas forcément, et parfois on les retrouve en bas, nous. Et quand on arrive, on se dit, mais enfin, pourtant ils ont tous les équipements, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'arrivé un moment, ça dysfonctionne? Alors ça, c'est des choses, c'est des accidents réguliers. Mais quand on regarde un petit peu ce qui peut se produire, je vais prendre un exemple sur des procédures de maintenance. Dans la pétrochimie, en l'occurrence, c'est Port-Édouard Herriot, pour ceux qui le connaissent. Moi, j'étais jeune sapeur-pompier à l'époque. Et on s'aperçoit quand même qu'on arrive à des situations, voilà Port-Édouard Herriot. C'est-à-dire que les comportements à la sécurité, en l'occurrence, je rappelle simplement que sur cet événement, on a 2 sujets. Le premier qui est de base une opération de maintenance défaillante par l'équipe de maintenance, avec un mauvais calcul ou une mauvaise anticipation de ce qui va se passer, qui conduit à une inflammation. Mais derrière ça, après, en termes d'enquête, on s'aperçoit, et là je me retourne un peu vers mon collègue de l'ENIM, mais que derrière tout ça, il y a la conception d'un matériel par des ingénieurs qui n'a pas prévu le fait qu'il puisse y avoir un événement qui conduit à effectivement une inflammation au niveau d'un système de condensation, d'une pompe qui fait passer effectivement l'ensemble des fluides d'un bac à l'autre. Pour autant, on arrive à une situation de ce type-là. Alors, quand on dit ça, on peut aller également un peu plus loin, plus récemment, dans la région Grand Est. Comment ça se fait que la ligne, c'est le lendemain des attentats du 13 novembre, comment ça se fait qu'une LGV qui est en test, on se retrouve avec la LGV qui est finalement dans un canal, avec un déraillement et plusieurs morts. On est en plus en phase de test. Donc ça veut dire que les choses sont ultra paramétrées. Qu'est-ce qui fait qu'arrivé à un moment, eh bien, ce qui a été prévu, soit a mal été prévu, soit n'a pas été suivi. Et très très vite, on tombe une nouvelle fois sur des comportements. Autre élément, intervention vécue, qui est effectivement un déraillement d'ampleur sur l'ensemble d'une ligne SNCF du côté de la région Rhône-Alpes. Et sur cet événement-là, par exemple, on dit la conclusion de l'enquête, c'est qu'on a une défaillance d'un rail qui conduit à avoir une opération de 2 semaines, à avoir des terres polluées pendant des années, à avoir 3500 personnes confinées, 15 000 personnes évacuées. Donc c'est pas rien quand même en termes de coûts pour les entreprises concernées. Et en fait, on dit, tiens, il y a un rail qui est défaillant, pourtant le rail, il avait été inspecté la semaine d'avant, dans les procédures ad hoc. Et puis en fait, on retombe une nouvelle fois vers peut-être arriver un moment, vraisemblablement, une perte ou un comportement défaillant qui a conduit à ne pas respecter les choses dans les règles. Donc on se retrouve effectivement avec des situations de ce type-là, et un peu plus pragmatiquement, vous voyez, des situations où là, vous connaissez les médias avec la barrière se ferme sur le passage à niveau, je passe quand même. Je passe, puis soit je suis coincé, soit le train arrive un peu plus vite, parce qu'on était habitué peut-être à ce que les trains étaient en retard ou en grève, je ne sais pas, mais en tout état de cause, effectivement, on a une interprétation propre et un libre arbitre qui fait qu'on conduit à ne pas respecter la règle et à se mettre en retrait de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi aux organisateurs de cette manifestation qui nous permet aussi d'échanger, de confronter un petit peu nos points de vue. Alors effectivement, pour rebondir sur ce que disait le contrôleur général, donc, ce qui nous intéresse sont les facteurs humains. Les facteurs humains parce qu'en fait, ce matin, on a eu plusieurs présentations extrêmement intéressantes avec des points de vue économiques, des points de vue juridiques, donc extrêmement intéressants. Et puis des choses aussi qui concernent plutôt la formation et l'information. Donc évidemment, la formation et l'information sont des conditions absolument nécessaires pour améliorer la sécurité et santé au travail, mais nous partons du constat, je pense presque unanimement, que ce sont des conditions nécessaires mais non suffisantes. S'il suffisait de dire aux individus que fumer, c'est pas bien, il n'y aurait plus de fumeurs. Les gens le savent. C'est-à-dire qu'avoir conscience d'un danger, avoir conscience d'un risque ne permet pas uniquement de modifier le comportement humain. De même, tout le monde sait que prendre sa voiture et de ne pas respecter les limitations de vitesse, de boire selon l'emprise de l'alcool, c'est pas bien, c'est puni par la loi, c'est relativement dangereux. Pourtant, l'expérience montre malheureusement que ces cas-là ne sont pas rares. D'accord ? Et de même, je prendrai un autre exemple aussi, là aussi tiré de la sécurité routière, transport et mobilité. Tous les stages de récupération de points de permis, malheureusement, l'expérience montre que les personnes souvent participent à ces stages. Pourquoi ?
pour récupérer leur point de permis. Est-ce que pour autant, il y a une prise de conscience qu'ils ont peut-être pris des risques, fait prendre des risques aux autres? Alors peut-être pour certaines personnes, mais dans la très grande majorité, non. D'accord? Donc c'est vraiment, l'idée, c'est, et encore une fois, de ne pas culpabiliser, c'est plutôt essayer d'apprendre, d'essayer de comprendre d'où viennent les erreurs. Alors, quand on dit erreur, du moins les comportements inadaptés, on va plutôt parler de comportements inadaptés, parce qu'après tout, comme disait le contrôleur général, c'est que parfois on a des personnes extrêmement expertes de leur entreprise, de leur domaine, de leur secteur d'activité, et parfois, paradoxalement, c'est quand on est très expert que l'accident se produit. Parce qu'on a l'habitude. Mais j'ai toujours fait comme ça depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord ? Là aussi, dans le domaine des transports, mobilité et sécurité routière, la plupart des accidents routiers arrivent sur les zones qu'on connaît bien, parce que justement, le niveau de vigilance diminue. Quand je vais dans une ville que je ne connais pas, je suis très vigilant, pas pour moi, mais pour ma voiture. En fait. Je fais toujours attention. Donc du coup, l'idée des facteurs humains, vous voyez, c'est que en psychologie et neurosciences, en fait, on s'intéresse, et même les collègues juristes, les collègues économistes, en fait, on s'intéresse tous aux facteurs humains, mais simplement, c'est la taille de la loupe qui change. Nous, en psychologie, ergonomie et neurosciences, on est plutôt au niveau, on va dire, plutôt des microsystèmes, c'est-à-dire quelles sont les capacités perceptives, comment se fait-il qu'à ce moment-là, j'ai une mauvaise interprétation de la trajectoire d'un véhicule, comment se fait-il que, alors je sais que ce n'est pas bien de traverser une voie ferrée quand la barrière est abaissée, pourquoi je le traverse quand même? Donc on essaye de s'intéresser vraiment à ce qui caractérise l'individu. Au niveau du mésosystème, on s'intéresse plutôt aux relations avec les groupes, formels, informels, la relation avec la hiérarchie. Ce sont aussi des facteurs qui peuvent expliquer parfois, par exemple, les biais cognitifs. Alors les biais cognitifs, ce sont ces façons que nous avons de raisonner, qui ne sont pas des mauvaises façons, mais des fois qui sont des façons inadaptées. De même, les exosystèmes, là, ça concerne par exemple la formation, les programmes éducatifs. On se faisait la réflexion, par exemple, là aussi, la mobilité sécurité routière. Il y a des séances de formation auprès des enfants, des collégiens, mais globalement, c'est peu en termes de volume horaire. Par exemple, la sensibilisation, est-ce qu'on nous a appris à être piétons? Nos villes sont de plus en plus complexes et de plus en plus dangereuses pour les piétons. Est-ce qu'on nous apprend à être piétons? Non, pas vraiment. Donc là aussi, la formation et le programme éducatif ont un rôle à jouer. Et ça a été évoqué aussi au niveau du macrosystème, par exemple la culture de sécurité. Là aussi, par exemple, au niveau national, comment envisage-t-on la sécurité? Alors, je prends un exemple un peu trivial, mais qui va être assez parlant pour tout le monde, c'est globalement, encore aujourd'hui, quand il y a un accident, on cherche un coupable, un responsable. Alors, je comprends pourquoi, pour des raisons aussi de réparation, de la douleur, etc., des préjudices, mais le fait de prendre l'erreur comme étant un facteur d'apprentissage, on le dit souvent, mais c'est rarement fait dans les faits. Alors, en fait, là, je me base sur des travaux déjà anciens. Pris isolément, chacun de ces facteurs, vous voyez, il y a des tranches, comme un gruyère. Pris isolément, je prends ma voiture le matin, j'ai regardé le tennis jusqu'à 1h15 du matin. C'est du vécu, ça. Non, pas du tout. Je ne m'intéresse qu'au sport. Non, pardon, je plaisante. Je suis très fatigué. Est-ce que ça va justifier le fait, entre guillemets, expliquer que j'ai un accident? Pas nécessairement. La densité de circulation est importante. Deuxième facteur aggravant. Troisième facteur, il y a une petite bruine qui tombe sur mon véhicule. Donc souvent, c'est la conjonction de facteurs. Et malheureusement, c'est cette trajectoire qui va conduire des risques à l'accident. Et nous, ce qu'on essaye très modestement, et je pense que Pierre va très bien l'expliquer, c'est de casser un petit peu cette trajectoire pour dire, voilà, on ne peut pas agir sur tous les facteurs. C'est évident. Par exemple, la météo, on ne peut pas encore agir dessus pour l'instant. Mais peut-être qu'on peut agir sur des dispositifs qui peuvent, par exemple, permettre d'informer, par exemple, le conducteur sur son état de vigilance, sur son état d'endormissement. Il y a déjà des systèmes qui existent. Donc, c'est vraiment des systèmes qui permettent de mieux comprendre, d'essayer de mieux expliquer comment cette conjonction, en fait, souvent on parle de mauvais alignement de planètes, en fait, c'est ça. Et nous tous, je pense qu'on a toutes et tous dans notre vie privée, parfois pris des risques. Voilà, je suis derrière un smirmorque, il m'enquiquine, je veux le doubler, je commence à décrocher, des véhicules arrivent peut-être en face, j'ai le temps, j'ai pas le temps, j'accélère et ça passe. Et cette fois-ci, c'est passé. Et ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui a, dans cette situation-là, fait que j'ai pris cette décision alors que peut-être je n'aurais pas pris dans d'autres situations. Donc c'est vraiment cette trajectoire accidentogène qui nous intéresse. Voilà, donc par exemple, l'état de vigilance, la fatigue, bon, ça c'est ce que je viens de dire. Bon. Et je passe la parole à Pierre. Pardon. Et bonjour à toutes et à tous. Avant de poursuivre, je voudrais remercier M. Grunewald et remercier le Fonds de dotation Merci parce qu'ils ont cru immédiatement dans le caractère innovant et d'intérêt général des travaux qu'on conduit avec le 2LPN, avec plusieurs partenaires, sur le sujet de la sécurité et de la sûreté
au travail. Donc je crois que c'est des enjeux majeurs, ça a été clairement dit ce matin, et c'est important qu'il y ait des organismes qui soutiennent les actions, et notamment les actions innovantes sur ces sujets-là. Alors ce premier slide, il résume un peu ce qui a été dit ce matin, c'est-à-dire que tout le monde travaille sur ce qui est connu, le port des équipements, la réglementation, la communication, l'inspection, les retours d'expérience, la formation, enfin tout ce qui est là. Tout le monde le fait bien, tout le monde essaie de le faire très très bien, mais aujourd'hui on constate que ça ne suffit pas et que si on veut... Alors je vais utiliser un terme que les industriels utilisent avec nous, c'est cette notion de plancher de verre. C'est-à-dire que vous voulez tendre vers le zéro accident, mais à un moment donné, avec tout ce qu'on fait, on n'y arrive pas. On en approche, mais on n'y arrive pas. Donc il faut arriver avec une innovation, il faut arriver avec quelque chose de nouveau, il faut arriver avec quelque chose de décalé qui fait qu'on va franchir ce plancher de verre et tendre vers le zéro accident de manière durable. C'est l'objectif que l'on vise au travers de cette chaire. Alors je vous ai mis deux exemples quand même pour montrer que, alors c'est pas pour rien que c'est une image avec un cerveau et des pièces de puzzle, hein, et normalement sur le slide c'est marqué comportement humain sur la flèche noire. Vous avez en 1936 des travaux d'un étudiant chinois, sans commentaire, le facteur humain dans les accidents du travail. Et vous avez en haut l'accident en 2020 du directeur de la société Roquefort qui tient pas la rambarde et qui chute dans les escaliers et qui décède. Donc on est encore une fois de manière intemporelle sur le facteur humain. Quelque chose qui a été dit aussi ce matin qui nous préoccupe très fortement, c'est d'arriver d'une sécurité d'obligation à une sécurité de conviction. Je suis convaincu que, et je ne l'ai pas fait exprès, les deux images-là, c'est des images qu'on utilise régulièrement dans notre présentation, mais ça a été évoqué ce matin à plusieurs reprises. Vous avez un personnel d'entreprise qui est irréprochable toute la semaine. Il porte ses équipements, il respecte les règles, il a tout lu, il fait tout parfait. Et le samedi, il fait beau, il tond sa pelouse et il s'arrache un orteil. Ben là, on a loupé quelque chose. Ça veut dire que la semaine, il fait de la sécurité par obligation, de la peur d'eux. Ça peut être le juridique, ça peut être autre chose. Mais on a loupé quelque chose. Donc l'idée derrière, c'est de générer une conviction. C'est-à-dire que la sécurité, c'est l'affaire de tous, la sûreté, c'est l'affaire de tous. Et j'en suis convaincu. Je ne me pose plus la question. C'est une nécessité. Alors, c'est ça l'objet de la chaire Behavior qui a été créée en 2020, en novembre 2020. Alors, une chaire, pour faire simple, hein, c'est en gros une durée de vie de 4 ans. C'est en gros une innovation et de la recherche. Et c'est d'aboutir à un produit, in fine, qui soit d'intérêt général et qui aide la société à être plus sûre et être plus sûre. J'allais dire sécure, mais ce n'est pas le bon terme. Donc l'objectif clair de la chaire, c'est de développer des innovations pédagogiques qui permettent de modifier les comportements humains sur les enjeux de sécurité et de sûreté dans l'industrie. Alors, comment on y va? Alors, tout d'abord, on y a été progressivement, et c'est pour ça que le contrôleur général Vallier est là. Au départ, ça a été une rencontre très, très orientée sécurité. C'était sur le site de PSA. Et la problématique était de discuter finalement, et ça a été aussi évoqué ce matin, quand on décide de construire une entreprise, une usine, quand on décide d'ajouter un atelier sur un site industriel, il faut se préoccuper en amont des problèmes de sécurité et de sûreté. Si on le fait après, on a aussi loupé quelque chose. Donc on se rencontre, on discute, on échange, on a des points communs, et on décide de créer, ça a été aussi évoqué ce matin, la formation. Moi je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un étudiant qui devrait être diplômé sans avoir été à minima sensibilisé sur ces aspects de sécurité et de sûreté en entreprise. Ce sont des futurs cadres, de futurs responsables. On ne peut plus se permettre de passer à côté. Donc le CNPE de Cattenom, le fonds de dotation Merci, nous disent banco, on y va, et on crée un parcours de formation en 5e année qui s'appelle Management comportemental de la sécurité en entreprise. On les forme sur tous ces aspects-là, la connaissance de soi, l'approche comportementale, le management comportemental, et puis tous les aspects de sécurité et de sûreté. À l'issue de ça, on se rend compte que les industriels accrochent bien, c'est-à-dire qu'on est sur un sujet qui intéresse, on est sur une innovation réelle et on est sur une valeur ajoutée. Et on décide donc d'aller plus loin et de créer le 20 novembre 2020 la chaire qui s'appelle Behavior, où là nous rejoint Jérôme Dinet qui dirige le 2LPN, Virtual Rangers qui est une société au Luxembourg de création de réalité virtuelle et de réalité augmentée, le département de la Moselle, l'Eurométropole de Metz et la Fondation Enim. Et puis on va un peu plus loin, alors je ne vois plus la date, mais c'est parce que j'ai un time out sur mon écran à moi, mais vous l'avez, mars 2022, donc c'est très récent. On arrive à convaincre des industriels de s'engager dans cette chaire. Quand je dis s'engager, ça veut dire s'engager évidemment financièrement, parce que derrière il faut qu'on développe des choses, mais s'engager surtout dans la thématique, donc apporter leurs problématiques qui leur sont propres. On a des thématiques de sécurité très diverses. Mais au fond, le sujet sur lequel on veut travailler, c'est le comportement. Donc aujourd'hui, Valiance de Mathieu Barre, qui intervenait ce matin à table ronde, Reseda et EDF au sens groupe régional Grand Est sont membres partenaires de cette chaire. Pour donner un ordre d'idée, c'est un budget de 2 millions d'euros sur 4 ans pour faire avancer le schmilblick. Alors où on en est aujourd'hui, parce que le temps nous est compté, on l'a déjà
dépasser, puisque c'est time out. L'objectif, c'est de développer une application de réalité virtuelle qui mette en situation des gens en ayant construit un scénario de manière intelligente et surtout qui vise les ambitions qu'on s'est fixées, à savoir changer le comportement des gens de manière durable et pourquoi pas sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, vous l'avez compris, on agit sur les neurosciences, sur le fonctionnement du cerveau, sur ce qui se passe au niveau des connexions du cerveau, et c'est sur ces mécanismes-là qu'on va travailler. Donc, l'idée du scénario, c'est que vous introduisez une thématique de sécurité qui est propre à l'industrie qui est intéressée. Donc là, vous avez quelques exemples. On va caractériser une situation, c'est-à-dire qu'on va la scénariser en fonction de ce qui peut se passer. Ça peut être le nucléaire, comme ça a été évoqué ce matin, ça peut être le chimique, ça peut être la hauteur. On était avec des interventions, par exemple, sur des éoliennes en hauteur. On va mettre en œuvre, puisque derrière tout ça, et ça a été aussi dit très, très longuement ce matin, la mise en œuvre des compétences non techniques, ce qu'on appelle souvent les soft skills, comme la communication, la non-communication, l'écoute active, toutes ces choses-là, les biais cognitifs, tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et surtout ce que nous ont dit les industriels, parce que souvent ils nous ont dit mais on fait déjà plein de choses, on a des trucs super innovants, on intervient avec M. Schmurtz, expert international, etc. Mais si vous nous demandez ce qui a changé depuis qu'on travaille avec eux, on ne saura pas vous le dire. Donc on s'est mis vraiment dans une démarche de mesurer le changement. Donc on veut absolument mesurer l'état T0 et mesurer les états qui vont suivre. Donc on est dans une démarche de mesure et d'observation, de rendu derrière, et on a une boucle itérative, on va dire, où l'idée c'est d'améliorer le dispositif au fur et à mesure, à l'issue de maintenant encore 2 ans qui nous restent de travaux, avec d'une part l'apport industriel, c'est-à-dire toutes les problématiques, et on est à l'écoute de toutes les problématiques industrielles, et évidemment l'apport des scientifiques, des neuroscientifiques, qui vont faire en sorte que ce que les gens vont vivre dans cette expérience virtuelle les amène à conduire à une modification de comportement. Donc aujourd'hui, on a un démonstrateur qui fonctionne. Monsieur Grunwald, le 13 juin au soir, va participer donc, au premier comité d'évaluation et d'orientation de la chaire, où on va lui mettre les lunettes sur la tête et il va vivre l'expérience de la meta-behavior. Ouais, les autres lunettes, celles de réalité virtuelle. Et donc le principe aujourd'hui, c'est l'application, donc, qui est au début, mais qui a un potentiel énorme, c'est que vous introduisez des compétences non techniques, vous introduisez des thématiques de sécurité, vous introduisez un scénario et le type de tâche à effectuer, vous mettez le nombre d'utilisateurs en configuration, donc ça peut aller de 1 à 6, et ça vous génère un module. Et la clé de réussite de ce module, alors on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, donc je ne vais pas le faire, mais si ça vous intéresse, on est là. La clé de la réussite de ce module, c'est le comportement. Si vous n'avez pas le bon comportement, c'est-à-dire typiquement là, si vous n'êtes pas capable de faire de la communication verbale adaptée, si vous n'êtes pas capable d'être patient et de faire de l'écoute active, c'est mort. Vous n'irez pas au bout de la mission. Donc l'idée derrière, c'est évidemment de mesurer ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on a sorti le grand jeu, donc on a une salle dédiée à ça, donc en termes d'expérimentation. Donc on va mesurer tout ce qui est activité électrodermale, donc tout ce qui se passe au niveau de la peau. Ça peut être la sudation, ça peut être la conductance thermique électrique de la peau. Tout ce qui est oculométrie, donc le eye tracking, le suivi du mouvement des yeux, parce qu'en fonction de comment vous vivez le scénario, on peut interpréter un certain nombre de choses. La fréquence cardiaque, tout le monde sait quand on s'angoisse, quand on stresse, le palpitant il bouge un petit peu. Ce que vous vivez dans la réalité virtuelle a des conséquences dans la vraie vie, c'est-à-dire que dans le physique, dans la vie vraie, vous bougez. On fait une expérience qui est magnifique, je me dépêche, je sais, je suis bavard. On fait une expérience qui s'appelle l'expérience de la poutre, c'est-à-dire on vous met Monsieur Grunwald l'a fait, on vous met dans un ascenseur, on vous monte au 30e étage d'un immeuble, la porte de l'ascenseur s'ouvre, on vous demande d'avancer sur une planche qui fait 20 cm de large. Vous avez beau vous dire que vous êtes dans une salle, debout sur de la moquette, et que c'est un casque sur vos yeux, il y a des gens qui ne sortent jamais de l'ascenseur. Jamais. Et si vous sortez de l'ascenseur, vous tremblez sur la planche. Ce qui veut dire que physiquement, dans la vraie vie, vous avez un comportement, parce que votre cerveau, lui, il est ailleurs. Donc c'est sur ça qu'on travaille, donc on enregistre toutes ces données-là. Évidemment, toute l'activité neuronale, parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de zones du cerveau qui vont être activées, et nous, on va chercher à activer certaines zones pour créer justement des connexions qui vont induire des changements de comportement. On travaille sur l'analyse du langage, c'est-à-dire qu'on va essayer de mesurer le débit vocal, la précision des mots, l'intensité du débit vocal, enfin tout ce qui traduit derrière une situation de stress, d'angoisse, de perte de contrôle finalement de la situation. Et il est impératif que soit assis sur une chaise un observateur, qui peut être un psychologue, un ergonome, qui regarde tout ce qui se passe et qui intègre tout ça. Donc l'idée de tout ça, qui est aujourd'hui opérationnel, donc on est maintenant en phase d'expérimentation, c'est évidemment de pouvoir disposer d'une mesure du changement en collectant des données. Alors ça paraît simple sur un slide comme ça, mais c'est extrêmement complexe parce que vous avez des données très diverses et il va falloir interpréter ces données. De caractériser les comportements pendant la simulation. Alors aujourd'hui, vous êtes, je pense, coutumier du fait. Les cabinets de recrutement utilisent de plus en plus cette méthode-là. C'est-à-dire que vous mettez des gens en simulation de réalité virtuelle sur un scénario et à la fin, vous dites « oui, lui, il peut travailler chez EDF » ou « lui, non, il ne peut pas travailler chez EDF parce qu'il n'a pas le bon comportement ». Donc c'est des outils qui sont très, très utilisés, très développés.
L'idée derrière, je crois que ce matin le mot a été évoqué, hein, c'est d'introduire un peu d'intelligence artificielle dans l'application qui permette de sortir des grandes grandeurs en termes de comportement. Et évidemment, l'objectif final, enfin, ce qu'on vise tous ensemble avec l'ensemble des partenaires et surtout les partenaires industriels qui ont bien compris l'innovation qui, je pense, est au moins nationale, voire internationale, c'est de réussir d'une manière presque indolore et sans qu'on s'en rende compte à modifier en profondeur le comportement des gens pour arriver à une sécurité de conviction et arriver à une sécurité partagée par tous. Ce qu'on n'arrivera jamais à changer, c'est le comportement d'un chronomètre qui, à un moment donné, est assez agressif. Messieurs, c'était absolument passionnant. Je crois qu'on peut les applaudir très fort et souhaiter évidemment bon vent à ce projet.